Cette vallée appartient à un monde disparu, à une époque oubliée. Ici, à la frontière du Pays de Galles, 5 spécialistes triés sur le volet exploitent une ferme comme elle l'aurait été il y a près de 400 ans. N'utilisant que les ressources disponibles en l'an 1620, ils y travailleront pendant une année entière, remontant le temps afin de redécouvrir un mode de vie appartenant à un âge révolu. Nous sommes en décembre, c'est notre 4e mois à la ferme. La grande affaire du mois, bien sûr, c'est Noël. Et à l'époque, il y a 400 ans, on aurait festoyé pendant 12 jours d'affilée, ce qui implique de nombreux préparatifs. Ça ne veut pas dire qu'on peut négliger les travaux habituels. Nous devons surveiller le bétail de près par ce temps, et surtout nous devons rentrer les chevaux. Et pour le moment, l'écurie est pleine de bois que nous avons coupé pour l'hiver. Nous devons donc construire un abri pour l'entreposer. Il est temps de nous y mettre. C'est un nouveau défi, et c'est à Alex et Fonz de le relever. Malheureusement, il n'existait pas d'abri en kit à acheter. Alors nous devons faire des expériences avec des arbres différents venant d'endroits différents et espérer que nous ne ferons pas d'erreurs qui nous obligeraient à aller en chercher d'autres. Je crois que c'est trop haut. C'est à cause de la pierre d'appui ? Oui, et on les pose sur des pierres d'appui parce que c'est très humide. Sinon, le bois pourrirait. Contrairement à d'autres bâtisses de l'époque, les abris étaient semi-permanents. Et on n'a pas d'archives archéologiques, on ignore comment ils étaient faits. Nous en avons des exemples aux États-Unis. On construit encore ces structures semi-permanentes tous les ans. Elles ont probablement traversé l'océan avec les pèlerins. Il faut déterminer la bonne hauteur. 1m80 ? Je fais 1m80 avec des talons. Alors on peut mesurer à peu près avec une ficelle à couper. À l'intérieur, près du feu, Chloé et Ruth cousent des lainages, des moufles et une paire de bas. C'est du bon travail, mais ça n'est pas de la haute couture. Je vois à peine ce que je fais. Moi, c'est pareil. Il n'y a jamais beaucoup de lumière en décembre. Alors c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Soit on reste à l'intérieur où il y a un peu de chaleur, ce qui permet de bouger physiquement, mais il fait sombre. Soit on reste dehors où il y a plus de lumière, mais on a les doigts qui gèlent comme des petites saucisses. On a eu quelques jours de froid vraiment mordants, des gelées et tout ça. Le grand problème, je trouve, c'est le vent. Quand on est en haut de la colline, ça vous pénètre jusqu'aux os, même avec des couches de laine et des sous-vêtements en dessous. Et on a les pieds mouillés aussi. Il est bon d'avoir une ou deux paires de bas de rechange pour pouvoir les mettre quand on a les pieds mouillés. Ça fait toute la différence, non? Nous n'avons pas de bottes, seulement des souliers. C'est un cauchemar. Les hommes n'ont pas à se plaindre de ce côté-là, hein? Il n'existe pas de document où les femmes portent des bottes. Mais il est difficile de savoir avec certitude si les paysannes en portaient ou pas. J'aurais pensé qu'une fermière dans un endroit aussi boueux que celui-ci aurait une paire de bottes dans un coin, ou même aurait emprunté celle de son mari quand le temps se gâtait. Je ne suis pas loin. Le pied est cousu et je n'ai plus qu'à remonter par le dos de la jambe. Coupés dans une épaisse étoffe de laine, les bas de Ruth commencent à prendre forme. C'est une tâche qui demande beaucoup de temps, tout comme l'érection de la charpente de l'abri. Nous avons préfabriqué des cadres. Il y a des références dans les documents historiques qui disent qu'on doit démonter les abris à bois à la fin de la saison et qu'on peut les entreposer dans l'écurie. Nous avons donc construit un cadre avec 2 chevilles opposées en diagonale pour répartir la force à la fois en haut et en bas. Et ça ne devrait plus bouger. On l'a fait à 8 endroits. Quand on le lèvera, le mouvement sur ce plan sera négligeable. Mais le mouvement sur ce plan-là va être assez intense. C'est là qu'on va avoir des problèmes pour le stabiliser. Toutes les branches ont été soigneusement choisies pour s'adapter les unes aux autres. Excellent. Ça tient tout seul, non? Oui, ça tient. On devrait le fixer. C'était beaucoup plus facile que je pensais. Noël a beau être proche, il y a beaucoup de tâches de routine à mener à bien avant. J'ai commencé à battre les pois que nous avons récoltés sur pied.
Ça les fait tomber sur le linge que j'ai mis en dessous. C'est l'une des principales récoltes de l'année, pas autant que la moisson de blé, mais c'est la dernière que nous rentrons et elle sert de nombreux buts. Si on en fait pousser dans un champ où il y a eu des céréales pendant quelques années, ça remet de l'azote dans le sol, ça le refertilise. Même au XVIIe siècle, on comprenait que c'était bon pour la terre, même si on ne savait pas ce qui se passait au niveau chimique. Ce qui me manque le plus, ce sont les vêtements imperméables. En décembre, on commence à travailler dehors et on ne peut jamais finir parce qu'il se met à pleuvoir. C'est très énervant. Et ton soutien-gorge te manquait au début. Tu n'étais pas à l'aise. J'avais tellement maigri que ça flottait. Mais Ruth a fait des retouches et la différence est merveilleuse. Elle pigeonne très joliment. Les pois secs une fois battus, il faut les passer au crible. Rien n'est jeté. Les tiges et les cosses feront un encas savoureux pour les animaux. C'est facile pour les petits, mais il faut un peu de persuasion pour les plus gros pois. Mais la plupart sont passés. Et il ne reste plus beaucoup de saleté. On peut les utiliser pour faire des puddings aux pois qu'on peut manger chaud ou froid. Et ils sont très utiles pour épaissir les potages, les ragoûts, les choses de cette nature. C'est une source de nutrition de grande valeur dans une ferme. Les vêtements qui ont survécu sont très intéressants. C'est très excitant de pouvoir approcher de près une pièce portée par quelqu'un il y a 400 ans. Il n'y a rien de plus personnel qu'une tenue que quelqu'un d'autre a portée. On peut voir les marques de sueur sur le col. C'est un contact direct avec le passé. Ça n'est pas du savoir aride acquis dans les livres, c'est proche et personnel. Oui, on se rend bien compte, à force de les porter, que ce sont des vêtements de travail. Ils servent vraiment. Ce ne sont pas des costumes, mais des vêtements. Il ne s'agit ni d'être jolie, ni d'avoir l'air ridicule. Il s'agit d'avoir chaud, d'être couverte, d'être protégée des ronces, d'être à l'abri de la pluie. Il s'agit de vivre dehors, sans chauffage, à part une flambée à l'occasion, et de travailler physiquement. Absolument. Regarde. Son étai central mis en place, l'abri semble solide comme le roc. Ce bois de luxe a très bien marché. Et on va mettre des cales ici pour stopper ce mouvement. On en mettra derrière aussi et je suis sûr que ça ne bougera plus. Les pierres en ont besoin aussi. Elles branlent un peu. Un jour important se lève sur la vallée. Il y a 400 ans, les 12 jours de Noël étaient un événement majeur dans la vie des habitants. Tout le monde se préparait à festoyer. C'est la veille de Noël. Nous sommes très occupés. Tout comme on l'aurait été il y a 400 ans. Il y a énormément de nourriture à préparer. C'est la grande saison des festins. Et nous utilisons pour faire un grand gueuleton la plupart des produits frais qui ne se conserveront pas beaucoup plus longtemps. Je fais des tartelettes de Noé, un mélange de fruits secs et frais auquel on ajoutait de la viande hachée autrefois. D'après la recette, il faut de l'agneau, du veau ou du bœuf. Et comme nous faisons un rôti de bœuf pour le repas de Noël, Chloé est en train de le désosser. J'utilise les chutes. Tous mes ingrédients sucrés sont prêts. Ce sont des produits exotiques importés et très chers à l'époque. C'est pourquoi on les réservait aux occasions spéciales comme Noël. J'ai des raisins séchés au soleil, des raisins de Corinthe et des figues séchées que je vais hacher et ajouter à la viande. Oh, bravo! Enfin! C'est superbe, il est tout propre. Tu veux racler ça? Oui. Pose-le là. Je vais récupérer tous les petits bouts de viande. Dehors, les hommes se hâtent de finir l'abri. Presque tout le bois de chauffage a été sorti de l'écurie, mais il y a encore du travail à faire sur le toit. On a couvert avec des fougères. Et comme on a sorti tout le bois sec de l'écurie, il faut qu'on soit sûr que la majeure partie est protégée de la pluie. Je crois que ça marche plutôt bien. Mais nous avons coupé pas mal de bois vert récemment. Je ferais mieux de m'y mettre et de finir ce côté-là de l'abri.
Le bois que nous entreposons ici n'a pas d'autre usage que le chauffage. Il est trop tordu. Le bouleau a été empilé ailleurs parce qu'on ne va l'utiliser que pour la lessive, là où la fumée ne nous pique pas les yeux. Dans la grande salle, ça ferait pleurer tout le monde. Elle est très âcre. Ça, c'est du chêne. Il donne une belle flamme bien chaude et pas mal de cendres, ce qui est merveilleux parce qu'on peut le brûler vert. On n'est pas obligé d'attendre qu'il soit sec. Il devrait donc aller sur la pile prêt à brûler. Mais évitez l'orme. On disait à l'époque que ça poussait comme de la moisissure dans un cimetière. On n'en tire pas beaucoup de chaleur. Tu es génial, merci. Ah, ça a l'air parfait. À l'époque d'Estuar, la dinde rôtie n'était pas le plat principal du repas de Noël. L'oie était très populaire et dans une ferme prospère, le bœuf était souvent la pièce maîtresse. Au XVIIe siècle, les épices comme la cannelle, le poivre ou la muscade arrivaient toutes d'Extrême-Orient après d'ahurissants périples. Par conséquent, elles coûtaient une fortune. Voici du massis, c'est-à-dire l'écorce de la noix de muscade. Je vais en mettre un peu. Oh, ça sent bon. Fraîchement pilé, c'est bien mieux que de l'acheter en poudre. Et voilà, je jette ça dedans. Où en êtes-vous là-bas? On a fini, on termine de l'attacher. Oh, superbe. Tu veux qu'on le mette où? Dans la laiterie avec un torchon par-dessus. Il sera prêt pour demain. Sur la clé? Oui. Je vais lui trouver une place. Il faut faire le riz au lait. Il faut faire bouillir les pois pour les puddings. Ensuite, on aura presque fini avec ça et on pourra se mettre aux gros ouvrages. Décorer la maison pour Noël. Une de mes activités préférées le jour du réveillon. Cela fait 1 mois que les garçons ramassent des fougères pour le toit de l'abri à bois. Fort de l'expérience acquise en couvrant le toit de chaume de l'étable, Alex utilise les fougères comme couche supérieure qu'il pose sur des bottes de brindilles qu'on appelle fagots. Il est important que la pente soit aussi raide que possible, afin que l'eau s'écoule bien. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. C'est comme une grosse sculpture. Il faut juste taper fort. Évidemment, il faut faire attention à ne pas tomber du toit comme je l'ai fait l'autre jour. Le problème, c'est qu'il y a eu des gelées. C'est beaucoup plus cassant, ça égratigne les mains, et le souci majeur, c'est que ça se rétracte. En fait, je prépare mes excuses à l'avance. Et pour être tout à fait franc, je donnerai mon bras droit pour aller acheter un rouleau de feutre. Parfait, Fantz. C'est beaucoup mieux. Je suis très très content. Pour les habitants d'une ferme au XVIIe siècle, la religion était l'élément dominant de la période de Noël. Le grand bazar saisonnier que nous considérons comme normal aujourd'hui n'est apparu que bien plus tard. Afin de l'aider à redécouvrir le Noël shakespearien, l'équipe a fait appel à Ronald Hutton, un des principaux spécialistes de la société des Tudors et des Stuart. Il y a 400 ans, les gens allaient à l'église le dimanche et les principaux jours fériés, comme Noël, pour la simple raison qu'ils avaient une amende s'ils s'abstenaient. Ce n'était pas pour les conforter dans leur piété, mais pour s'assurer qu'ils n'étaient pas catholiques romains ni quelque forme de protestants radicaux, qui représentaient les véritables ennemis de l'église d'Angleterre. C'était politique, mais au moins cela signifiait que tout le monde venait. Derrière la fête chrétienne de la naissance du Christ se cache un large éventail de fêtes païennes préhistoriques, célébrant la renaissance de l'année au soleil lors du solstice d'hiver. Les anglo-saxons l'appelaient la nuit mère, Modronirt. Les Scandinaves, nos vikings, l'appelaient Yule, un terme que nous avons importé en anglais. C'est le même instinct primitif qui nous angoisse quand la lumière et la chaleur s'éloignent et que les arbres perdent leurs feuilles. Alors, dès qu'un tournant a été atteint, on le fête. Peu importe combien vont mourir avant le printemps, il approche. Fini. La pente est un peu creusée de ce côté, non? Ouais, Qu'est-ce que t'en penses? je pense que c'est bien. Du beau boulot, je crois. Une cabane branlante. À l'époque de Shakespeare, il n'existait ni sapin de Noël, ni gui, ni guirlande. Pourtant, la décoration de la maison était une grande affaire. Noël à la ferme, il y a 400 ans, était l'une des périodes les plus excitantes de l'année. C'était le début des plus longues vacances de l'année, 12 jours à manger, à boire et à se divertir.
Et les 4 dernières semaines, la période de l'Avent, marquait la fin des gros travaux de la ferme. Et aussi celle où on n'avait plus besoin de se serrer la ceinture, car on se restreignait sur la nourriture pour garder le meilleur pour les fêtes. On mangeait du gruau, du pain et du fromage. Travail pénible, manque d'excitation, un peu de malnutrition, alors quand la veille de Noël arrive, c'est enfin le bon temps. Soyons francs, en lui-même, le milieu de l'hiver est une période assez déprimante. La verdure et les fleurs se font rares. Que fait-on? On transforme sa demeure en jardin, on y apporte les symboles de la vie et on les accroche. Le hou et le lierre sont les préférés, ce sont les plus courants, mais on met aussi du romarin, au parfum merveilleux. Et du laurier, qui a une senteur plus subtile. Nous le savons parce que la poésie de l'époque en fait l'éloge. Robert Herrick, le plus grand poète lyrique du début du XVIIe siècle, dit « Apportez le romarin et le laurier ». Et cette cuisine se prépare à un Noël en grand. Laisse celui-ci retomber, sinon il pousse celui-là. On pourra le suspendre? Je crois qu'on a un clou ici. Tout le bois de chauffage a été rangé sous l'abri, mais il reste un objet très spécial à déplacer. Connue surtout aujourd'hui sous forme de dessert au chocolat, il y a 400 ans, elle constituait le point central des festivités de Noël. On arrive. Pourvu que ça rentre. La bûche de Noël est l'équivalent exact de notre sapin de Noël. C'en est l'équivalent parce que, comme le sapin, elle vient d'Allemagne. Le sapin est arrivé au XIXe siècle, la bûche probablement au XVIe. Tout comme on se rassemble autour de l'arbre de nos jours, à la période prémoderne, tout le monde se rassemble autour de cette énorme bûche qui brûle dans l'âtre. La porter jusqu'ici est une véritable prouesse physique pour tous les hommes forts de la maison. Et pour les récompenser de leur effort, la tradition veut qu'on les accueille avec une bière chaude aux épices. On lit dans un poème « Apportez à grands cris, gentil, gentil garçon, les bûches de Noël pour le feu, tandis que ma bonne femme vous convie à boire tout votre soul. » Oui, merci. Tenez. Vous l'avez bien mérité. Assez, stop. Messieurs, faisons-lui honneur. Wassail. À la bière. Ça fait du bien. C'est délicieux. Fantastique. Noël se lève sur la vallée, mais personne ne fait la grasse matinée. Avant de démarrer les préparatifs du festin, il faut s'occuper des animaux et allumer le feu tôt afin qu'il soit assez chaud pour rôtir le bœuf. Mince, qu'est-ce que c'est lourd. C'est bien plus facile quand il est désossé. Superbement désossé. Superbement désossé. Ça y est? Oui, je crois. Ça plisse un peu. Voilà. Attention avec la pique. Ah, pardon. Pour être sûr qu'il cuit bien et qu'il ne se dessèche pas, on va l'arroser et le saupoudrer jusqu'à la fin du rôtissage, alternativement. On arrose, on attend une dizaine de minutes, puis on saupoudre de chapelure. Ça forme une croûte tout autour qui enferme les jus et lui donne beaucoup de goût. Je dois dire que les viandes cuites au four n'arrivent pas à la cheville des rôtis à la broche quand ils sont bien faits. Pendant que le bœuf rôtit doucement, Chloé et Fonds peuvent aller voir le bétail. Dans la vallée, certaines vaches sont pleines et l'équipe les surveille de près. L'une d'elles a l'air particulièrement proche du terme. La meneuse du troupeau, Duchesse. Elle est énorme. Mais on ne se fait pas trop de soucis. Elle a déjà eu beaucoup de veaux, elle ne devrait pas avoir de problème avec celui-ci. Avec de la chance, elle vêlera en pleine nuit et un de ces matins, on trouvera son petit à côté d'elle en arrivant. Mais nous allons lui donner une alimentation enrichie en protéines, avec des choses comme des navets, des flocons d'orge. Ensuite, ce sera la bagarre pour la traire. Oui. Duchesse est très grosse. Elle a eu tellement de veaux depuis des années que ses côtes sont montées sur ressort. En fait, elle a l'air pleine tout le temps. Le bœuf cuit tranquillement. L'équipe peut donc se concentrer sur d'autres plats. Stuart prépare une tourte au poulet à l'ancienne. Où en est l'eau? Il y a 400 ans, le poulet n'était pas une viande très courante. C'était donc un vrai régal.
Nous savons qu'une partie du loyer de cette ferme devait être payée sous la forme d'une poule grasse à la fête de la circoncision, le 1er janvier. Il y avait donc forcément des poulets à l'époque, et comme c'est Noël, s'il y en avait un de trop, ils se le réservaient sûrement. Je mélange la première couche de la tourte, c'est-à-dire des fruits secs, et nous avons des raisins secs. Ils étaient importés d'endroits comme Malaga. J'ai vu les livres de contes d'un fermier d'Anglesey dans les années 1630. Il partait à la mi-décembre et année après année, un des produits de base qu'il achetait, c'était des raisins secs. La pâte est prête? Presque, oui. C'est la première couche qui va en dessous. Et pour conserver toute la richesse et la somptuosité du goût, bien que ce ne soit pas un ingrédient cher, plein de beurre qui va fondre et imprégner les fruits secs. Ensuite, on ajoute, pourvu que ça rentre. On remet du beurre pour que ça ne soit pas sec? Oui, et des épices aussi. Et encore des fruits secs. C'est ce qu'on appelle de la consommation ostentatoire, non? La majeure partie de l'année, on mange de la nourriture locale. Mais à Noël, on trouvait des ingrédients venus des 4 coins du monde connus. Comme souvent à l'époque, on ne mange pas la croûte de la tourte. Ce qui compte, c'est l'intérieur et ses délices. Dans l'ensemble, ces vaches vont remarquablement bien. Elles ont l'air très heureuses. C'est un petit troupeau très amical. Elles ont formé un vrai troupeau, et c'est Duchesse, le chef. Oh oui. Elles lui obéissent au doigt et à l'œil. Et voici Sweetheart, le veau de Duchesse, qui est né en avril. On voit les cornes qui commencent à pousser. J'ai toujours cru que seuls les mâles avaient des cornes. Fais attention, Fonz. Mais apparemment, ça peut être l'un ou l'autre sexe. Le petit a des cornes si la mère en a, ou le père. J'en suis venu à aimer les vaches. Ce sont des animaux dociles, et moi aussi. On s'entend très bien. Ça a pris un peu de temps. J'avais un peu peur au début. Ce sont de grands animaux, mais elles sont très douces. J'ai eu un gros problème avec cette vache. J'étais en train de la nourrir et elle s'est dit que je ne lui en donnais pas assez. Elle s'est retournée et j'ai pris le bout d'une de ses cornes juste entre les 2 grands muscles de... J'ai eu un bleu pendant un mois. La croûte commence à se former sur le bœuf, mais l'équipe doit aussi préparer des plats froids pour le souper. Un des autres plats que nous faisons spécialement pour ce soir, c'est une grande salade. On singe ce que la noblesse mangeait habituellement lors de ses festins. Le cœur de la grande salade, qui va se construire comme une cible en cercle concentrique, c'est un mélange de fruits secs. Dans le plat se mêlent olives, amandes, figues et plein de raisins de Corinthe. Les raisins de Corinthe étaient si importants pour ceux qui en avaient les moyens que 20 ans plus tard, quand la guerre civile a éclaté, le Parlement en a interdit l'importation parce que l'argent sortait à flot du pays pour en acheter, alors qu'on en avait besoin pour payer les soldats. Et voilà. Ça n'est pas très bien fait. Je pince tout autour. Cette tourte a l'air prête. Elle est très belle. Chloé, tu peux la sortir et la mettre à côté du four à pain? Oui. Merci. Légère variation sur la tartelette de Noël moderne. Surtout parce qu'elle est environ 20 fois plus grande. Elle a l'air bonne. Je suis surprise. Elle est vraiment belle. Pourvu qu'elle soit aussi bonne qu'elle en a l'air. Il ne manque plus qu'une seule chose dans la salade, l'assaisonnement. Nous utilisons 2 ingrédients exotiques. Le premier, c'est du sucre, qui aurait coûté dans les 6 pence la livre, à une époque où les revenus d'un manouvrier étaient d'environ 8 pence par jour. En général, les pains de sucre étaient importés du Maroc. L'ingrédient suivant était appelé huile à salade à l'époque, de l'huile d'olive de la Méditerranée. Tu peux me passer le sucre, Stuart? Je peux. Merci beaucoup. Et enfin et surtout, nous avons une grande tourte aux pommes. Voilà. Je la sors tout de suite parce que c'est très chaud. Si on étudie les menus de la noblesse, on s'aperçoit que bien des plats étaient purement décoratifs. L'apparence, la disposition et la couleur d'un plat comme celui-ci étaient presque aussi importants que le goût.
Je suppose que si on avait fait ça tous les jours, ça aurait prouvé qu'on avait du temps libre, plein de temps où on pouvait laisser les serviteurs se faire les yeux doux, plutôt que d'abattre du travail utile. Et pour ces gens-là, c'était un plaisir d'avoir de jolis plats comme ça, 1 ou 2 fois par an. Comme boisson, avec notre souper de Noël, nous allons avoir du Lambswool. C'est de la bière dans laquelle on met des pommes, puis on laisse le pichet se réchauffer à côté du feu pour que les saveurs se mélangent. Il n'y a que des pommes? Oui, juste des pommes. Il ne manque plus qu'une chose, une branche de romarin. On sortait les plus belles parures pour le souper de Noël, le linge, les assiettes et les verres les plus beaux. Et les coûteuses bougies parfumées à la cire d'abeille remplaçaient les chandelles de suif de tous les jours. Il y a combien de tourtes sur la table? 1, 2, 3, 4, 5... 5 tourtes. Oui. Presque une par personne. Tout comme aujourd'hui, on recevait beaucoup à Noël dans les années 1600. Nos amis ont donc invité Keith Paines, le chaumier, qui les a aidés à couvrir les tables. Ça ne se mange pas. Ils ont débouché leurs meilleurs alcools d'époque, comme le whiskabet. On commence avec n'importe quel alcool blanc. Et on y ajoute une dizaine d'ingrédients, de la réglisse, de l'anis, du sucre, des épices et des fruits secs. On remue 1 fois par jour pendant 10 jours, puis on décante la liqueur et on s'abstient de conduire pendant 3 jours. Santé. Santé. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Et bonne année. Et aux 4 premiers mois réussis. Oui, ça s'est bien passé. Juste. On fait wassail? Wassail. À la bière. À la À bière. la bière. Wassail. Je veux bien être payé avec ça pour le toit. C'est la tartelette de Noël? Une vraie, avec de la viande hachée. C'est le même goût que celle d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais pas aussi sucré, pas aussi onctueux. C'est bon, j'aime ça. La tourte au poulet. C'est un luxe à cette époque de l'année. Les os sont moins durs que la croûte. Ah oui, des muscles. Qui a fait ça? C'est Fonz qui l'a écrasé? Oui. Vraiment? J'ai réussi. C'est l'heure de la tête de cochon. Je vous présente Arthur. Applaudissements s'il vous plaît, c'est fantastique. C'est du massepain, des amandes et du sucre. Et ça prend des heures à faire. Comment on fait? On le mange. Fonz a des oreilles de cochon. Hé, mon nez! Je prends l'autre oreille. Will merry, merry be, in spite of all our woes. And he that will not merry, merry be, will pull him by the nose. Let him be merry, merry, merry there, while we're all merry, merry here. For who shall know where he may go? To be merry another year, brave boys. To be merry another year. La prochaine fois, janvier pèsera sur la vallée. L'équipe aura recours à des remèdes de l'époque pour soigner tous ces maux. Ils feront des réserves de bois. Et à leur grande surprise, un acrobate viendra les aider à poser une haie.